Un féminicide est le fait de tuer une femme pour la simple raison qu'elle est une femme. Peu de pays le reconnaissent légalement, mais en 2023, la Belgique devient l'un des 3 États en Europe à adopter une loi reconnaissant officiellement le féminicide. Mais si le pays a fait des progrès, les victimes sont encore trop nombreuses. Devoir d'enquête part à la rencontre de 3 victimes et de leurs proches pour mieux comprendre cette terrible réalité. Vous écoutez Devoir d'enquête, Femme sous emprise, première partie. Emine est une jeune femme de 33 ans qui aime la vie et faire la fête. Elle est turque et elle a toujours vécu en Belgique. Début des années 2000, elle habite avec son mari à Herstal, au sein d'une communauté turque dynamique. Il y a une dizaine d'années, Emine se sépare de son mari. Ils restent en bons termes autour de leur fils, aujourd'hui âgé de 12 ans. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Beytoula, Emine habite avec sa mère. Tout se passe bien dans cette modeste maison. Beytoula s'installe avec elle deux. Très vite, le couple se déchire, mais Emine tombe enceinte. Malgré les difficultés, elle décide de rester avec lui. Leur histoire va s'écrire à Herstal. Lui travaille dans une boulangerie sur la Grand Place. Elle est technicienne de surface à la FN, à une rue de sa maison. Tout le monde les connaît dans le quartier. Emine est aussi très impliquée dans la communauté turque. On se voyait à des festivités, à des mariages. On a eu quelquefois l'opportunité de sortir, boire un verre ensemble. Nermine Tchétine, amie d'Emine. Donc Emine était une fille intégrée, sociale. Elle avait une joie de vivre. Elle travaillait, elle vivait avec sa maman et son petit garçon. C'était une femme joyeuse, un peu fofolle. Ex-mari d'Emine. Elle croyait que tout le monde était gentil, honnête comme elle, mais non. Et c'est de ça qu'elle l'a payé. Les tensions montent avec son nouveau compagnon. Et dans le quartier, tout le monde sait. Il a harcelé, quoi. Il était tout le temps là, donné des coups de pied dans la voiture. Il l'a tiré une fois par les cheveux. Pendant qu'elle était en grossesse, il l'avait déjà frappée. Et il l'avait laissée même pour morte. Quand il a réalisé l'acte qu'il avait fait, il s'est excusé. Donc c'est avec les excuses qu'elle est restée avec. Et alors après l'accouchement de la petite, elle a pris la décision de le laisser tomber. Beytoula ne supporte pas d'être mis à la porte. Il se montre de plus en plus menaçant. Au début, c'était des menaces verbales. Elle avait peur de sortir et d'aller même travailler à la FN, donc la rue perpendiculaire à sa rue. Elle avait 30 mètres à faire, c'était même ça. Je suis dehors, je vais vous tuer. Si ta mère sort, je vais l'écraser avec la voiture. Ton fils va y passer aussi. Pour des raisons de sécurité, l'ancien mari d'Emine a choisi de témoigner discrètement. Il a peur. Pour lui et son fils. Car il est persuadé que la police ne peut pas les protéger comme elle n'a pas réussi à protéger Emine. Nous sommes le 23 mars 2018. Seul le bruit de la télévision brise le silence de la nuit. Emine et sa mère l'écoutent sans vraiment la regarder. Elles sont dans le salon, prêtes à aller dormir. Son fils de 11 ans est ce soir-là chez son père. Sa demi-sœur, âgée de 11 mois, elle, dort à l'étage. Après des semaines de silence, Beytoula, le père de la petite, arrive sur la pointe des pieds
par l'arrière de la maison. Il se glisse dans l'habitation comme un chat dans la nuit. Personne ne le voit, personne ne l'entend, ni Éminé, ni sa mère, prises par surprise comme de nombreuses femmes victimes de leur conjoint. Pas très loin de la frontière allemande, Moréné-Chapelle est un village tranquille, sans histoire. C'est là qu'habite Valérie, dans un appartement devant le restaurant de ses parents. Elle tombe amoureuse de Michel et partage sa vie. 17 ans. Ils n'ont pas d'enfant. Après quelques années, leur relation se détériore. Le couple enchaîne les séparations et les réconciliations. À 44 ans, Valérie le quitte pour de bon et retourne vivre chez ses parents, protégée au-dessus de leur restaurant dans lequel elle travaille avec sa mère, Lucie. Michel, lui, habite toujours en face. Il épie sans cesse tout ce qui se passe. Valérie et ses parents se sentent surveillés. Il la suit partout où elle va. Par exemple, ma femme l'a accompagnée un jour, ma fille, donc Valérie, pour faire des achats. Ils étaient dans une grande surface et Valérie s'est fait agresser par lui dans la grande surface. José Leisten, père de Valérie. Donc forcément, ils ont appelé la police, donc la grande surface déjà, donc on a fait le nécessaire. Et alors, quand les policiers sont venus, donc elle a expliqué donc le quoi et le comment. Et, alors la police lui a dit, écoutez madame, nous on ne sait rien faire. Ce mercredi 22 août 2018, comme tous les jours, vers 17h, l'odeur des crêpes envahit la rue de la clinique. L'ancien compagnon de Valérie semble déterminé quand il pousse la porte du restaurant. Éminé, Valérie et leur famille connaissent la fin de l'histoire. Je l'ai dit tellement souvent, ça va tellement mal se terminer, donc ça va être une catastrophe. Ma fille en était persuadée aussi, elle ne dit pas il va passer un jour à l'acte, donc c'est sûr. Donc, parce que nous avions des signes aussi, donc que ça aurait pu arriver. Valérie, tout comme Éminé, ont dit et redit à leur famille, leurs amis et surtout à la police leur peur de mourir. Des appels au secours jusqu'au désespoir. En tout et pour tout, elle doit au moins avoir déposé, je dirais, entre une quinzaine de plaintes. Parce qu'il y a tout un dossier de plaintes, aussi bien d'elle que de moi aussi. Nous avons été à plusieurs reprises à la police d'Herstal, plutôt elle a été. Ex-mari d'Emine. Entre 20 et 30 dossiers de plaintes, jusqu'au jour un agent, dont je ne sais plus le nom, a dit « Encore vous, madame ». Pourtant, Éminé, elle sait que sa vie est en danger. Elle ne comprend pas que les policiers ne l'écoutent pas, ne la prennent pas au sérieux. Elle est effondrée lorsqu'un jour, il lui déconseille même de déposer à nouveau plainte. Notre enquête va nous montrer que Valérie vit la même situation. Comment est-ce possible ? Pour le comprendre, nous nous rendons à Namur, à l'académie de police. Ici, les futurs policiers sont formés par une femme, une inspectrice. Elle a côtoyé de près, sur le terrain, de nombreuses femmes victimes de violences conjugales. L'accueil et l'écoute des victimes, elle connaît. On aura tendance à dire à madame, vous devez aller chez le médecin, allez chercher un certificat médical, faites état de vos lésions. Linda Modanise, inspectrice principale, chargée de cours à l'académie de Namur. Moi, je vous dirais d'aller plus loin. Madame, elle est démunie. Elle a peut-être subi des violences, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient physiques, qu'elles soient sexuelles, peu importe.
Quand elle vient chez vous, non seulement elle a le courage de passer cette épreuve-là, et c'est déjà une première victoire, mettez-la dans le combi, dans un véhicule banalisé. Amenez-la aux urgences. Laissez vos coordonnées aux infirmières des urgences. Le commissariat va fermer. Revenez demain. Il est 15h. Non. D'accord ? Si votre statut, c'est peut-être d'être fonctionnaire, pas jusqu'au bout des ongles. Dans votre profil, vous êtes aussi disponible. La formation théorique est suivie d'un exercice pratique. Voilà, venez madame. Vous voulez quelque chose à boire ? C'est gentil, c'est gentil. Laura et Anthony sont confrontés à la réalité de terrain. Je n'ai jamais vu, vous êtes nouveau ? On est nouveau ici, Ah oui. oui, voilà, c'est ça, parce que moi ça fait la 7e ou 8e fois que je viens ici, donc... Vous venez souvent ? Oui, je viens souvent. Cette femme endosse le rôle de la victime. Elle teste les réactions et la capacité d'écoute des 2 élèves policiers. Des menaces qu'il a pu faire, etc. Donc ça a pris des proportions tout autres. La main, voilà. S'il a déjà tenu des propos. Oui, il a déjà fait ça, mais bon, ça, moi je l'aimais. Je me disais, oh, c'est une claque, c'est pas... Enfin voilà, j'étais un peu... Je minimisais, et puis quand j'en avais marre, je venais, puis déposer plainte, et puis je repartais en disant non, je l'aime, je reste avec. Mais ici, il m'a dit, je vais tuer toi, ton fils. Enfin, voilà, quoi, c'est mon fils, puisqu'il sait pas à lui. Et je me dis, dans la folie, il fera peut-être la même chose avec notre fille. Je sais pas quoi faire s'il arrive, s'il débarque chez moi à l'improviste, parce que voilà, étant tout près, s'il a bu un verre ou quoi que ce soit, enfin, ça va être la folie. Qu'est-ce que je fais ? Malgré une concentration de leur écoute, on sent que les jeunes policiers sont vite désarçonnés. Et j'avais sincèrement envie de l'aider, mais je ne savais plus comment faire par moment pour dire de la sortir de là. Laura Louisa Policarpo, aspirante inspectrice. Donc ça a vraiment été ça le plus compliqué. Toujours en respectant la victime. Respectez ce qu'elle souhaite, ce qu'elle ne souhaite pas. S'il vous plaît, respectez sa temporalité. Elle n'est peut-être pas prête à partir, là, maintenant, tout de suite, mais ça se prépare. Et pas qu'avec vous. Vous avez un SAPV. Ça, c'est de la première ligne, c'est peut-être 3 bureaux à côté du vôtre, c'est très bien. Vous avez plein d'autres services. Quand vous travaillez dans une zone, faites le tour de ces services-là. Documentez-vous, vous devez avoir un petit répertoire. Cette formation poussée est précieuse pour les jeunes aspirants policiers. Mais nous devons le constater, en Belgique, elle est loin d'être généralisée. Seuls quelques futurs inspecteurs en ressortiront plus conscients de leur rôle essentiel face à des victimes déboussolées. Éminé et Valérie auraient certainement aimé être mieux accompagnés, mieux soutenus pour ne pas se retrouver seuls. Seuls dans la nuit, le 23 mars 2018, à Herstal. Derrière ces murs, Beytoula s'empare de la vie de toute une famille. Il rentre sur la pointe des pieds, un couteau à la main. L'horloge indique 23 heures. Fatma, la belle-mère, s'effondre sous les yeux d'Éminé. L'une, puis l'autre. Personne n'a rien entendu. La maison est endormie. Beytoula s'en va avec sa fille de 11 mois qu'il a eue avec Éminé. Il la dépose chez sa première femme. Le lendemain, l'ex-mari d'Éminé est inquiet. D'abord, je devais rendre le petit après-midi, donc je sonne une dizaine de fois tous les deux qui ne répondent pas, ce qui n'est pas normal. Je reçois un message entre-temps via Messenger de l'ex-compagne d'Altuner. Elle me dit qu'elle a la petite, et c'est là que je fais la réflexion que c'est pas normal qu'il ait la petite, il ne peut pas l'avoir. Il fonce chez Éminé sans se douter un instant de ce qu'il va découvrir. Quand j'étais devant la porte, quand j'ai vu les deux corps par terre, je crois que je me suis coupé du monde pendant 30 secondes, 1 minute. Quand je suis revenu à moi, je savais que j'étais par terre assis et
Le seul truc que j'ai pensé, c'est comment je vais l'annoncer à mon fils. C'est vraiment un massacre. La maman et sa fille, un massacre. Voilà, c'est un crime impardonnable. Nermine Tchétine, amie d'Emine. Vous êtes toujours émue, là? Oui. C'est triste parce qu'elle a eu une triste destinée avec sa maman. Elle a laissé son fils, un fils de 12 ans, un petit bébé qui avait encore besoin d'elle. Voilà. Beytoula a tout planifié. Il file en Turquie rejoindre sa famille. Il se cache. Après quelques jours, il sent qu'il est coincé. Il se rend alors à l'ambassade belge d'Ankara. Devant des policiers abasourdis, il raconte le double féminicide. Cette fin est tragique, mais terriblement prévisible. Emine et sa mère font partie de la longue liste de féminicides qui a lieu chaque année dans le monde. En Belgique, une femme meurt environ tous les 10 jours des mains de son compagnon ou ex-compagnon. Moresnet-Chapelle, le 22 août 2018. Michel, l'ancien compagnon de Valérie, cogite depuis des semaines. Il pousse la porte du restaurant familial. Il sait exactement ce qu'il va faire. Il a travaillé dans un abattoir. Les couteaux, il les maîtrise. Il s'acharne sur Valérie, elle s'écroule. Puis c'est au tour de Lucie, sa mère. Les clients s'interposent. L'un est grièvement touché. Il ne survivra pas. La bagarre est violente. Déséquilibré, l'agresseur tombe par terre. Son couteau lui joue un mauvais tour. Fatal. Le père de Valérie est dans le jardin. Il entend du bruit. Il se précipite. Trop tard. Moresnet-Chapelle est abattu. Il a voulu vraiment anéantir toute une existence, un village. Quel gâchis. Excusez-moi. Vous venez d'écouter Devoir d'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Devoir d'enquête est un podcast d'Initial Studio, adapté du programme audiovisuel éponyme produit par la RTBF. Cet épisode a été réalisé par Anne-Catherine Croufet et Bernadette Saint-Rémy. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Cypriane Liger. Montage Johanna Lalonde, avec la voix d'Emmanuel Rebinder.